Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 65e épisode d'une semaine en comics. Un épisode qui va pas du tout ressembler à ce que j'envisageais dimanche dernier, et ce pour deux raisons de merde. Les disparitions à 3 jours d'intervalle de John Cassaday et de Karl Moline. Alors, l'essentiel de cette vidéo va évidemment leur être consacré, mais avant ça, on va quand même faire comme si c'était presque une vidéo normale, et on va parler des nouveautés de la semaine. Alors, ça va aller assez vite en ce qui me concerne. J'ai seulement pris 2 bouquins cette semaine. Le premier, c'est le tome 2 de Kaya, de Wes Craig, chez Urban Comics. C'est d'ailleurs la seule sortie Urban de la semaine. J'avais vraiment aimé le premier tome avec cet univers qui est un mélange de science-fiction et de fantasy, et où on a à peu près autant de chances de croiser des hommes reptiles que des robots, et où on suit l'histoire de ces deux gamins, Kaya et son petit frère Jin, qui sont les seuls survivants de leur village natal, et qui sont partis à la recherche d'un endroit où ils seraient en sécurité. J'avais consacré une vidéo entière au premier tome, et je vous invite à aller y jeter un œil pour en savoir plus. Dans ce deuxième tome, Kaya et Jin sont séparés. Jin a été enlevé, et Kaya se lance à sa poursuite avec ses compagnons. Et en gros, avec ça, on a toute l'intrigue de ce tome. Vous allez me dire, c'est un peu court. Alors, oui et non. C'est vrai que ça donne un récit qui est très linéaire. C'est une course-poursuite à travers un territoire hostile. Mais ça permet d'une part à Wes Craig de prendre le temps de donner davantage d'épaisseur à ses personnages, et notamment de revenir sur la question des pouvoirs de Jin. Est-ce qu'il a ou non des pouvoirs magiques ? Et puis, ça lui permet aussi de développer davantage le cadre dans lequel se déroule son histoire, qui sont ces créatures robotiques qui menacent Kaya et Jin depuis le début. Et puis, on va aussi en découvrir un peu plus sur l'ensemble de ce monde. Et puis, cette histoire, elle permet aussi, et peut-être surtout à Wes Craig, de vraiment s'éclater au niveau dessin et composition de ses planches. Craig travaille beaucoup à partir de petites cases, mais qui, quand on les juxtapose comme il le fait, vont créer du mouvement sur ses planches. Et avec, de temps en temps, on a une pleine page qui vient interrompre ce flow et qui saute à la figure du lecteur. Comme ici par exemple. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Wes Craig sur cette série. J'aimais déjà son travail sur Deadly Class, mais là je suis encore plus fan. Et donc Kaya, ça continue d'être un vrai plaisir de lecture. Un truc encore dont j'en ai déjà parlé pour le volume 1, mais je vais quand même en remettre une couche ici, pour les lecteurs de VO et de trade paperback en particulier. Si vous lisez Kaya en VO et en trade paperback, il va vous manquer un épisode qui figure dans ce tome 2. L'épisode en question, c'est le dernier. Dès le début, en fait, Wes Craig a décidé que le numéro de la série qui suit directement la fin d'un arc serait pas repris en trade paperback, et il serait uniquement disponible aux États-Unis en single. Alors, en France, on n'a pas d'édition single, donc Urban a eu l'autorisation d'inclure ces épisodes dans ses albums, ce qui est quand même assez logique. Et donc, dans ce tome 2, on a un dernier épisode qui est un peu en marge du récit principal, qui en constitue une sorte d'annexe, et c'est un épisode dans lequel on en apprend davantage sur les robots qui poursuivent Kaya et Jin, et sur leur motivation, et aussi sur ce qu'ils préparent pour la suite. Et puis on a une backup story. Alors, une backup story qui est
très anecdotique côté scénario, mais qui est dessiné par Gabriel Hernandez Walta. Et évidemment, moi, 5 pages de Walta, je prends. Et puis, on termine le bouquin avec quelques esquisses signées Wes Craig. Et voilà pour ce deuxième tome, que je conseille tout autant que le premier. L'album fait 152 pages, au format 17 par 26 cm. La traduction est de Benjamin Rivière, et le prix est de 18 €. Autre sortie de la semaine, en fait, c'est une ressortie, c'est Monkey Meat de Juniba chez Panini Comics. Alors, Panini avait sorti cet album il y a 1 an et demi. C'était en mars 2023, à 24 €. Visiblement, ça s'est pas bien vendu du tout, et du coup, ils nous le ressortent aujourd'hui, au prix cette fois de 10 €. Et à ce prix-là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Au passage, ressort en même temps Mother of Madness d'Emilia Clarke, accompagnée de Marguerite Bennett et Layla Leeds. Là aussi au prix découverte de 10 €. Mais alors, là par contre, vraiment, vous pouvez garder vos 10 balles, c'est atrocement mauvais. Hormis les dessins de Layla Leeds qui sont plutôt chouettes, mais le pseudo-scénario d'Emilia Clarke est juste navrant, et Marguerite Bennett a rien pu faire pour sauver quoi que ce soit. Bref, revenons à ce Monkey Meat de Juniba, qui à l'origine est une mini-série en 5 numéros, parue chez Image Comics en 2022. De quoi est-ce que ça parle ? J'en sais fichtre foutre rien. Mais c'est fun. Alors, il est question d'une grosse compagnie comme on les déteste, qui s'appelle la Monkey Meat Company, et dont la seule stratégie consiste à faire toujours plus de profit. On a un produit, la Monkey Meat, dont les conditions de production et les effets de la consommation sont aussi bizarres les uns que les autres. On a une île, Monkey Meat Island, où la population locale est quand même particulièrement maltraitée, et où il va se passer des choses étranges et assez horribles. Et puis, on a une galerie de personnages qui sont tous plus ou moins dingos, et puis on a des bastons et des explosions dans tous les sens. Et on a quand même surtout les planches de Juniba, qui ressemblent à plein de choses, et qui en même temps ont quelque chose d'assez unique. C'est un mélange de tout un tas de styles et d'influences. Ça vient des comics, ça vient des mangas, ça vient du street art, ça vient d'un peu partout. Juniba a assimilé tout un tas d'influences, et ça donne au final quelque chose de, je trouve, très cohérent graphiquement, qui est quand même bien barré, on est d'accord, mais on sent que Juniba, il tient bien son sujet, et il maîtrise son style. Et donc, si vous voulez découvrir un style résolument original, et un bouquin où, vous allez sans doute pas tout piger, mais ça n'empêche pas d'être une lecture vraiment chouette, Monkey Meat, Juniba, à 10 balles, ça vaut vraiment le coup. L'album, il fait 160 pages, format 19 par 28 cm. Alors par contre, je sais pas du tout de qui est la traduction. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Mais après, c'est pas impossible que Juniba l'ait traduit lui-même. J'en sais rien. Et on devrait quand même reparler assez vite de cet auteur, puisque en octobre paraît sa dernière création en date, qui s'appelle Mobilis, qui sortira chez Bayard. C'est pas un éditeur dont j'ai l'habitude de parler. Et une nouveauté, un titre qui se présente comme une version post-apocalyptique du Capitaine Nemo de Jules Verne. Et j'avoue que je suis assez curieux de lire ça. On va changer totalement de style graphique, et on va passer à notre premier hommage de la semaine, hommage à John Cassaday, qui est donc disparu lundi dernier, à l'âge de 52 ans. John Cassaday, c'est 30 ans de carrière.
et c'est quelques œuvres qui ont quand même durablement marqué le monde des comics, et que de nouveaux lecteurs continuent de découvrir encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le genre synchronicité à la con, la semaine où John Cassaday meurt, le hasard veut que Panini publie dans ses collections poche le 2e tome d'Astonishing X-Men que Cassaday a réalisé avec Joss Whedon. Astonishing X-Men par Cassaday et Whedon, c'est 24 numéros parus entre 2004 et 2008, plus un Giant Size, et dans lesquels, en fait, Cassaday va apporter le réalisme de son trait à l'univers des X-Men. Et c'est quand même... Alors, je parle de trait réaliste, mais c'est un trait réaliste qui l'a jamais empêché de signer des planches particulièrement spectaculaires, du genre de celle-ci, dans le premier numéro de la série, que je trouve vraiment assez splendide. Et des planches comme ça, il en a quand même signé un paquet. Si on revient à ses débuts, Cassaday a commencé sa carrière au milieu des années 90, chez quelques éditeurs indés. Il a bossé chez Dark Horse, chez Caliber, et puis assez vite, il va commencer à bosser à la fois pour Marvel et pour DC. Chez Marvel, son tout premier boulot, ça va être l'épisode Flashback de Khazar, qui est daté de juillet 1997, et qui met en scène un tout jeune Khazar. Alors, sur cet épisode, il s'ancre lui-même, et déjà, à l'époque, on reconnaît sa patte, même si, effectivement, son trait est quand même pas aussi précis et aussi fin qu'il le sera par la suite. Et puis, en même temps, en fait, il commence à bosser chez DC, avec notamment le premier annuel des Teen Titans, qui sort en fait 2 mois tout juste après son épisode de Khazar. Et il va aussi réaliser la backup story du Flash Annual numéro 10, qui sort en même temps que ce Teen Titans Annual. Mais ici, là, sur Teen Titans, il va réaliser un long récit qui fait plus d'une 50aine de pages, et on imagine assez facilement le défi que ça pouvait représenter pour lui, alors que, à l'époque, il a publié que une poignée de courts récits et une paire d'épisodes de séries régulières. Alors, sur cet annual, il s'ancre pas lui-même, il travaille avec Mark Pennington, et c'est une des rares fois où il n'aura pas l'opportunité de s'ancrer lui-même. Et effectivement, on reconnaît moins son style dans ses pages, mais ça n'empêche pas qu'on y trouve déjà vraiment de chouettes choses. Il y a notamment cette page que j'aime beaucoup, avec le personnage d'Argent qui se réveille entouré de dizaines de chats. Et vraiment, j'aime beaucoup la composition de cette planche, avec le tiers supérieur laissé vide. Et puis, en bas, on retrouve la méticulosité de Cassaday à dessiner et à mettre en scène chacun des chats qui est présent sur le dessin. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de son style. C'est ce sens du détail. Mais son premier job le plus impressionnant de mon point de vue, c'est la mini-série Desperados, écrite par Jeff Marriott, et qui est un western à forte tendance fantastique. En France, ça a été traduit chez Delcourt en 2005. Et Desperados, en fait, c'est l'histoire de 3 misfits. On a un ancien Texas Ranger, on a un ancien esclave, et on a une ancienne pute. Et ensemble, ils se sont lancés à la poursuite d'un tueur en série qui s'attaque à des femmes et à des enfants, des femmes indiennes et des enfants métis, et il tue les femmes et il écorche les enfants pour tanner leur peau, ce qui est censé lui donner certains pouvoirs surnaturels. Enfin bref, c'est un type absolument charmant. Alors, le scénario est pas mal, mais évidemment, c'est la prestation de John Cassaday là-dessus qui impressionne en premier lieu. Ça commence quand même par
un très beau plan de pluie nocturne. Et puis, on enchaîne très vite avec une fusillade dans un saloon. Et ensuite, on aura droit à pas mal de situations typiques des westerns. Et je trouve que on sent John Cassaday plus à l'aise dans ce registre, davantage que dans les récits super-héroïques qu'il a dessinés à la même époque. Simplement, je pense, parce qu'il met ici en scène des gens, entre guillemets, ordinaires, en tout cas pas des surhommes, et ça correspond davantage à son style réaliste. Alors, on a déjà vu avec Astonishing X-Men comment il va, par la suite, réussir à s'approprier le style super-héroïque, mais sur ses premiers travaux, en tout cas, c'est là que je le trouve à la fois le plus à l'aise et le plus inspiré. Évidemment, quand Desperados sort, on est en 1997, autant dire la pire période pour les comics. Desperados n'ira pas au-delà de 5 numéros, alors que visiblement c'était prévu pour être une ongoing. Et d'ailleurs, en 1999, DC Comics va publier un one-shot sous-titré Épidémique, qui est en partie dessiné par Cassaday. Alors, je suppose qu'il s'agit en fait de l'histoire sur laquelle Mariotte et Cassaday travaillaient quand la série a été annulée. Cassaday n'a pas pu finir cette histoire. On va le voir tout à l'heure, mais en 1999, il est très occupé. Et c'est John Lucas qui va terminer cette histoire. De son côté, Jeff Mariotte, lui, il va poursuivre la série dans les années suivantes dans plusieurs mini-séries qui seront publiées d'abord chez Homage et puis ensuite chez IDW. En 1998, John Cassaday dessine la mini-série X-Men Alpha Flight qu'il coécrit avec Ben Raab et où il va donc mettre en scène pour la première fois les X-Men. À nouveau, il a l'opportunité de s'ancrer lui-même, ce qui sera systématiquement le cas à partir de là. Et je trouve que son trait continue de s'affiner. Ça donne vraiment de très belles planches où, à la fois, on reconnaît parfaitement son style, et en même temps, comme ici, j'y vois un hommage à John Byrne. Il y a quelque chose de très respectueux par rapport à son travail, je trouve, ici. Et Cassaday va continuer de travailler avec Ben Raab, et quelques mois plus tard, ils signent ensemble la mini-série Union Jack, qui va marquer les débuts d'un nouvel Union Jack, et aussi d'un nouveau Baron de Blood, qui est son ennemi juré. Alors c'est une mini qui est plutôt chouette, à nouveau... en premier lieu pour la prestation de John Cassaday. Et à nouveau, au début du troisième épisode, Cassaday rend un bel hommage à John Byrne en revisitant une scène qu'on trouvait dans Captain America numéro 254. Et alors, pour vous rafraîchir la mémoire, comment je vais mettre ça ? Ici. Si vous ne connaissez pas, c'est la scène en question, c'est celle-là. Ah, c'est pratique les omnibus. Voilà. Et puis, début 1999, va paraître le premier numéro de la série sur laquelle j'ai découvert John Cassaday, et qui reste à mon avis son chef-d'œuvre d'un point de vue graphique. C'est Planetary, écrite par Warren Ellis. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, parce que sinon je crois qu'on en a pour quelques heures, mais Planetary, c'était quand même de nombreuses choses, parmi lesquelles c'était un hommage à toutes les formes de culture populaire, et chaque épisode, ou presque, était un hommage à un genre différent. C'était les pulps du début du XXe siècle, c'était les films de kaiju, c'était le cinéma de Hong Kong des années 90, c'était le space opéra, et là je prends juste les premiers numéros de la série. Et John Cassaday va avoir l'occasion d'adapter son style à chacun de ces genres.
et aussi d'expérimenter de nouvelles techniques et de nouvelles mises en scène à chaque épisode. Et c'est quand même assez génial de le voir évoluer d'épisode en épisode. Et puis, Planetary, c'est aussi la série dans laquelle il va se mettre en scène lui-même, parce que le personnage du drummer, prénom nom drummer, c'est lui. C'est John Cassaday. Il a été son propre modèle pour mettre en scène ce personnage. Planetary, c'est une série qui va durer 27 numéros et qui va s'étendre sur 10 ans, de 1999 jusqu'à 2009. Et je vous promets qu'à l'époque, l'attente, elle a été très longue, avec quelques vraiment très longues périodes d'attente entre 2 épisodes. Et le plus long à attendre, ça a été le tout dernier épisode, le numéro 27, qu'on a attendu pendant 3 ans. Il y a aussi eu 3 one-shots autour de la série, mais il y en a un seul dessiné par John Cassaday, c'est Planetary Batman Night on Earth, qui est sorti, lui, en 2003, et qui est une des très rares occasions pour John Cassaday de mettre en scène Batman. Et en l'occurrence, il faudrait mettre Batman au pluriel, parce que, fidèle à la philosophie de la série, Warren Ellis, il va utiliser plusieurs incarnations du personnage dans son histoire, des incarnations différentes que John Cassaday va s'amuser à mettre en scène. Et on aura par exemple droit au Batman de la série télé des années 60, cette version un peu bedonnante du personnage. On aura droit au Dark Knight, où on aura droit, par exemple, à la version Neil Adams. Et à chaque fois, John Cassaday, il adopte le style vraiment qui va bien, et le résultat, je le trouve quand même assez sublime. La publication de Planetary va donc s'étendre sur 10 ans, mais John Cassaday, il va évidemment pas faire que ça. Et c'est d'ailleurs parce qu'il va se lancer dans d'autres projets que la série va accumuler du retard. En 2002, Cassaday va bosser avec Stan Lee sur le dernier volume de sa série Just Imagine, un one-shot intitulé Crisis, que malheureusement j'ai pas, donc ça je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais à partir de 2002, en dehors de Planetary, il va développer ses principaux projets chez Marvel, à commencer par Captain America, dont il signe les 6 premiers numéros de la nouvelle série. Alors, le numéro 1, il est daté de juin 2002, c'est-à-dire que il est sorti en mars, soit 6 mois seulement après le 11 septembre. Et effectivement, le scénario de John Neyraiber est absolument hanté par ce traumatisme qu'ont vécu les Américains à l'époque. Et je trouve que l'élément le plus frappant de la prestation de Cassaday sur la série, à mon avis, c'est les couvertures, qui sont très inspirées par les affiches de propagande de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Cassaday va dessiner que les 6 premiers numéros de la série, mais par contre, il va réaliser les couvertures jusqu'au numéro 15, et il y a quand même quelque chose d'assez iconique dans la manière dont il met en scène Captain America sur ses couvertures. D'ailleurs, dans les années qui vont suivre, Cassaday va réaliser de plus en plus de couvertures, pour Marvel évidemment, pour DC aussi, notamment sur Superman. Les derniers numéros de la série, avant qu'elle soit relancée au moment du New 52, c'était des épisodes qui étaient écrits par J. Michael Straczynski. C'est Cassaday qui a réalisé toutes les couvertures. Il va aussi réaliser un paquet de couvertures pour Dynamite,
ce qui va lui permettre de s'essayer à plein de genres différents. Par exemple, ses couvertures de The Lone Ranger, ou bien celle des séries Battlefields de Garth Ennis, qui sont des récits que Comics Initiative a publiés en France il y a 2 ans. En 2004, Cassaday va entamer l'autre œuvre majeure de sa carrière, alors, ne serait-ce qu'en nombre d'épisodes, c'est Astonishing X-Men, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la même année, il va faire un détour par la France pour le premier tome d'une série qui en comptera 3, Je suis Légion, écrit par Fabien Nury et publié par Les Humanoïdes Associés. Je suis Légion, c'est une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui incorpore quand même une bonne dose de fantastique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir John Cassaday se frotter au format franco-belge. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Alors c'est un storytelling qui est plus cadré, qui est plus corseté d'une certaine manière, mais qui reste quand même globalement assez dynamique. Les 3 tomes de Je suis Légion vont paraître entre 2004 et 2007, et puis l'année suivante, Cassaday va achever son travail sur Astonishing X-Men avec un numéro Giant Size qui va venir conclure les 24 numéros de la série régulière, et encore l'année suivante, en 2009, sortira enfin le dernier numéro de Planetary, le numéro 27. Et il va falloir attendre 3 ans jusqu'en 2012, fin 2012 même, pour voir Cassaday revenir sur une nouvelle série, c'est Uncanny Avengers, écrit par Rick Remender. Alors ça va être une prestation assez brève, puisque il dessine que les 4 premiers épisodes de la série. Par contre, comme pour Captain America, il va rester en tant que cover artiste, et il va réaliser les couvertures jusqu'au numéro 13. Et puis, la dernière prestation importante de John Cassaday, ce sera en 2015 sur Star Wars, quand la licence va revenir chez Marvel. C'est lui qui va dessiner les 6 premiers numéros de la série principale, écrite par Jason Aaron, et ça va être un gros carton aux États-Unis à l'époque de sa sortie. Et j'aime bien son boulot sur ce titre, où il va faire en sorte de rester au plus près du physique des acteurs des films, mais on n'a pas pour autant l'impression de lire un roman photo. Ça reste assez dynamique. Ça me fait pas mal penser en fait au boulot d'Al Williamson quand il a repris la série au moment de la sortie de l'Empire contre-attaque. C'est très classique, mais en même temps c'est très efficace. Et depuis ces épisodes de Star Wars, John Cassaday, il s'était fait assez discret. Il a continué de faire des couvertures pour différents éditeurs. Il a occasionnellement dessiné quelques planches, notamment pour le numéro 1000 d'Action Comics, mais de fait, il s'est quand même fait beaucoup plus rare. Alors, concrètement, depuis 2019, il tenait un poste de directeur de création dans la branche américaine des Humanoïdes Associés, et puis on sait qu'il travaillait sur un projet perso qui devait s'appeler Mad Shadows, et qui restera donc inachevé. Est-ce qu'on verra malgré tout ce projet sortir un jour? J'en ai aucune idée, mais j'aimerais beaucoup voir ça un jour, même si ça doit rester incomplet. Donc voilà quoi, grosse perte pour le monde des comics. À titre perso, c'est un artiste que j'ai particulièrement apprécié il y a une vingtaine d'années quand je l'ai découvert. Planetary, en ce qui me concerne, ça reste vraiment une œuvre majeure, et autant pour les planches de Cassaday que pour le scénario de Warren Ellis. Faudra qu'on en reparle un jour.
Mais je rappelle quand même que Urban republie la série dans sa collection Nomade. Panini, de son côté, a réédité C.H. Astonishing X-Men, écrit par Joss Whedon. Donc, si vous connaissez pas ou mal cet artiste, vous avez là 2 opportunités de découvrir son œuvre à petit prix. On va parler de l'autre disparu de la semaine, Karl Moline, qui est un artiste qui est certainement moins connu que John Cassaday, mais qui est un artiste que là aussi j'aimais beaucoup et qui avait des points communs avec Cassaday. Déjà, ils avaient quasiment le même âge, 51 ans pour Moline, et 52 pour Cassaday. Et puis, ils sont apparus presque en même temps dans le monde des comics. Un peu après pour Moline, lui, il commence à publier chez Marvel en 1996, où il signe 2 numéros de la série 2099 World of Tomorrow. Il me semble que ça n'a jamais été publié en France. Et Moline, comme Cassaday, ils font partie de la génération post-Image. On a eu pendant quelques années une chier d'artistes qui faisaient du sous Rob Liefeld ou du sous Jim Lee, avec plus ou moins de talent, souvent moins que plus. Et puis, vers la fin des années 90, on a vu apparaître une nouvelle génération d'artistes qui revenaient aux bases, qui avaient un bagage technique sensiblement plus maîtrisé, que ce soit au niveau du dessin ou du storytelling. Et à l'époque, c'est des artistes comme Karl Moline ou comme John Cassaday qui m'ont réconcilié dans une certaine mesure avec les comics de super-héros que j'avais à peu près totalement laissé tomber pendant quelques années. Et ne serait-ce que pour ça, c'est des artistes auxquels je suis particulièrement attaché parce que ils ont eu un rôle important dans mon parcours de lecteur. Je le disais, Moline a commencé à bosser en 1996, mais c'est surtout à partir de 2000 qu'il va devenir assez productif, et sa première œuvre marquante, c'est Frey, une mini-série parue chez Dark Horse, et écrite par Joss Whedon. Je parlais de points communs entre Moline et Cassaday. Il y a notamment le fait qu'ils ont tous les deux bossé avec Whedon. Moline, c'était même le premier, puisque Frey, c'est le tout premier comic book écrit par Joss Whedon. Et cette série, elle se déroule dans l'univers de Buffy, puisque Frey, c'est en quelque sorte l'incarnation future de la tueuse. Alors, à la base, c'est une simple voleuse, mais qui va être appelée à se battre contre des démons et des vampires. Et c'est sur cette série que j'ai découvert Karl Moline à l'époque, et ses planches ultra dynamiques. Rien que la première scène dans laquelle apparaît Frey, je trouve que c'est quand même une merveille du genre, niveau composition, et ça résume assez bien tout le talent de Moline, et ça va être comme ça pendant les 8 épisodes. En France, ça a été publié en 2010 chez Fusion Comics, qui était une collection commune à Panini et à Soleil. Et par contre, à ma connaissance, c'est plus disponible, je pense, depuis un bout de temps. Avant même la fin de Frey, les 2 derniers numéros vont mettre quand même un bon bout de temps à sortir, notamment en raison des occupations de Whedon à la télévision. Et Karl Moline, pendant ce temps, il va rejoindre l'éditeur CrossGen, qui est un éditeur qui a révélé pas mal de nouveaux artistes à l'époque, et des plutôt bons, des gens comme Jim Cheung, comme Greg Tocchini, Steve McNiven ou Joshua Middleton. Et à partir de 2002, Karl Moline va commencer à travailler sur une nouvelle série, baptisée Route 666, écrite par Tony Bedard. Alors, je vais être très bref sur ce titre.
J'ai préparé une vidéo entièrement consacrée à cette série que je mettrai en ligne probablement mardi. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, qui a malheureusement jamais été publiée en France, et qui, encore plus malheureusement, reste inachevée en raison de la banqueroute de CrossGen. Mais là, j'ai relu les 22 épisodes pour l'occasion, et ça m'a autant plu que la première fois que je les ai lus, il y a 20 ans. Et donc, j'y reviendrai plus en détail la semaine prochaine. Après la disparition de CrossGen, Karl Moline va aller faire un tour du côté de chez Marvel. En 2005, il va dessiner quelques épisodes de la série Rogue, où il va retrouver Tony Bellard au scénario. Et en 2007, il va dessiner la mini-série The Loners, qui était écrite par C.B. Cebulski, qui est l'actuel éditeur en chef de Marvel. Et puis, en 2008, il va retrouver Frey et Joss Whedon le temps de 4 épisodes de la saison 8 de Buffy. Des épisodes dans lesquels Buffy va rencontrer Frey. Et comme on le voit, ça reste toujours aussi dynamique, avec notamment cette scène d'ouverture qui fait directement écho à la scène de Frey dont je parlais tout à l'heure. Par la suite, Moline va continuer de bosser à droite à gauche, chez Marvel, chez DC, chez Dark Horse aussi, notamment sur l'univers de Hellboy et les séries BPRD. Mais il a plus bossé sur un titre régulier, et il va se faire progressivement plus rare. Alors, faut dire que à l'époque, il a eu de très gros problèmes de santé. Il était diabétique de type 1, et pendant une paire d'années, il a dû faire régulièrement des dialyses. Et en 2015, il a reçu une double greffe rein et pancréas. Et j'en parle parce que c'est quelque chose dont il a parlé très ouvertement, et notamment comment l'association Hero Initiative lui est venue en aide financièrement à l'époque. Et Hero Initiative, c'est une association qui vient en aide aux auteurs de comics qui se retrouvent dans une situation financière difficile, souvent pour des problèmes médicaux pour lesquels ils ne sont pas couverts. Et c'est une assoce qui fonctionne à partir de dons de la communauté des gens du monde des comics. Je vous invite à aller voir leur site, ça expose de manière très claire leurs activités et comment les soutenir. Et on retrouve d'ailleurs un court témoignage de Moline sur leur page d'accueil. Donc, voilà, c'est sur ces tristes nouvelles que se termine cet épisode. Rendez-vous malgré tout très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et ainsi avoir un aperçu du thème des prochaines vidéos. Enfin, un jour, vous pourrez. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.